Salut tout le monde. Nous passons aujourd'hui au résumé du Chevalier Double avec vous Tawfiq Belayashi de la chaîne Tawfiq Animation. Et nous passons maintenant au mode lecture. Voilà. Bien. Alors, dans notre résumé, le texte commence par tristesse et pleurs de la belle Edwige. D'accord. On ne sait pas au début pourquoi elle pleure, l'explication va venir plus tard. Donc, elle va être mère, c'était son plus cher vœu, son plus grand désir. D'accord. Son noble époux. Noble ici dans le sens de la classe sociale. Il appartient à la classe sociale noble parce que c'est un comte. Vous connaissez comte, duc, archiduc, vicomte et le reste. Ce sont des termes, des mots qui désignent des nobles, des gens appartenant à la classe noble. Bon, maintenant, épouse et mari. Donc, le comte Lodbrog. Ce comte Lodbrog, il a promis un don. Il a promis de donner quelque chose à l'église de Sainte-Berthe si sa femme lui donnait un fils. Bien. Alors, il a promis un autel avec AU, d'accord, sur lequel on pose comme une sorte de piédestal sur lequel on pose des choses. Donc, un ciboire, c'est un grand récipient qu'on trouve dans des églises avec lequel on boit du vin. Bien, alors, il a promis ses dons, le ciboire, c'est en or. D'accord. Il a promis d'offrir un ciboire en or. Bon, si sa femme lui donnait un fils. Donc, alors, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'elle pleure puisqu'elle va avoir un fils et qu'elle était vraiment pressée d'en avoir un. D'accord. Donc, Edwige cache un terrible secret. On a parlé du lexique de l'énigme et donc, lorsqu'on a secret, c'est un mot qui appartient à ce lexique. Bon, le lexique de la peur, de la catastrophe et du reste, c'est terrible et on va voir que ces mots se répètent beaucoup dans l'œuvre. Bon, la plupart de ce que vous voyez ici, c'est le texte même de l'auteur. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait de petites transformations aux mots-clés de la nouvelle pour permettre d'avoir un résumé aussi fidèle que possible. Bon, il y a quelques mois, on a dit, c'est le retour en arrière, c'est le flashback. Nous étions dans les péripéties au sein des péripéties, l'auteur a cité quelques éléments appartenant à la situation initiale. Maintenant, c'est un retour en arrière et c'est le retour à l'événement perturbateur. Un très bel étranger, d'accord, il vient de Bohême, et plus tard on va comprendre que pour l'auteur, Bohême, c'est en Italie, est venu au château par une terrible nuit d'orage. L'orage, c'est une tempête accompagnée de pluie, même si le terme qui est cité dans la nouvelle, c'est tempête. Bien. Malgré sa beauté et sa douceur, cet étranger est beau et doux, gentil, d'accord, mais son regard et son sourire vous glacez de terreur. Donc, vous voyez ici le lexique de la peur, de l'inquiétude. Bon, si vous revenez à la description de cette nuit de tempête, vous allez trouver un décor vraiment très inquiétant. Donc, tous les ingrédients du fantastique sont présents, d'accord? On parle ici de quelque chose de fantastique. Donc, on ne discute pas le fantastique. J'ai discuté le mot nouvelle. Est-ce que le genre de cet écrit est une nouvelle ou bien un conte? Donc, je penche plus pour le conte. Il charme. Oui, donc, charmer, c'est avoir un effet magique. C'est de là que vient par exemple le mot une fille charmante, c'est-à-dire elle a un effet magique sur les gens qui la regardent. Le serpent, il charme. Il nous donne ici un exemple. Une comparaison, il le compare à la façon, d'accord, c'est une métaphore, à la façon du serpent, je m'excuse, c'est une comparaison, l'expression de la comparaison à la façon de, donc du serpent
qui fascine l'oiseau. Donc, fasciner, c'est lorsque tu regardes quelque chose sans pouvoir bouger ton regard. D'accord? Tu ne peux pas déplacer ton regard, tu es vraiment fasciné. Alors, tu es charmé. Cet étranger était un bohémien, maître chanteur. C'est pas le mot maître chanteur habituel, celui qui fait chanter les gens pour avoir de l'argent à cause des erreurs ou bien de secrets qu'il a sur ces personnes, sur elles. Donc, il demande l'hospitalité. Maître chanteur ici, ça signifie, c'est un maître dans le chant. Il sait très bien chanter. Donc, il demandait l'hospitalité pour cette nuit-là seulement. D'accord? Alors, je tiens à vous dire que j'aurai quelques leçons sur la conjugaison. Cela m'est demandé par certains auditeurs, certains youtubistes, si vous voulez. D'accord? Alors, j'aurai des leçons sur les valeurs de la conjugaison. Quand est-ce qu'on utilise passé simple, imparfait, plus que parfait, passé composé, conditionnel et le reste. D'accord? Je crois que cela m'est demandé, que c'est très intéressant en français. D'accord? Mais je tiens à vous dire ici que l'auteur, il fait un mélange de temps. D'accord? Il raconte au passé et au présent. Moi, j'ai transformé la plupart des verbes au passé ici, mais l'auteur, il utilise beaucoup de ces verbes au présent. D'accord? Alors, le présent, il y a un présent qu'on appelle présent d'énonciation. Par exemple, lorsque je vous dis maintenant, je parle. Donc, ou bien, vous m'écoutez. Le verbe écouter se passe au moment de l'énonciation. C'est au moment où je parle ou bien où j'écris. Ça dépend du message. C'est un message oral ou bien écrit. D'accord? Donc, alors, si quelque chose se passe maintenant alors que je suis en train de parler, c'est un présent d'énonciation. Mais, si je raconte une histoire passée et que je choisis de la raconter au présent, elle ne se passe pas au moment de l'énonciation, elle se passe dans le passé. Mais si je la raconte au présent, donc c'est un choix, et ce présent on l'appelle un présent de narration, mais on l'appelle un présent historique. Pourquoi historique? Parce que les textes historiques, les textes d'histoire qui racontent les histoires sur les rois et le reste, les textes historiques sont généralement racontés avec un présent, d'accord, historique, un présent de narration. Bon. Ici, l'auteur il nous dit quelques mois plus tôt, et il utilise des verbes au présent. Donc, bien sûr, si on veut partir de la logique du passage des verbes, quand est-ce qu'il se passe, on va penser que ce présent est une erreur. Mais ce présent, il est utilisé pour des actions passées pour les rendre plus vivantes, plus actuelles. D'accord? Tu as l'impression d'être en train de les voir se passer, de les regarder alors qu'ils se passent devant tes yeux. Donc, il voulait l'hospitalité pour cette nuit seulement, mais il est resté plusieurs jours. Pourquoi? Parce que la tempête ne voulait pas se calmer, ne voulait pas s'apaiser. Il resta plusieurs jours. Pour passer le temps, il chantait. Les paroles de ces chansons sont d'étranges poésies. Et tout le temps qu'il chantait, un corbeau, on sait que surtout dans la culture occidentale, le corbeau est signe de malheur. Plus que chez nous. Donc, chez nous aussi, il y a des gens qui pensent ça, mais plus que chez nous. Et c'est pour ça que dans les films occidentaux, les films d'horreur et le reste, si vous avez des démons ou bien, vous trouvez aussi la présence des corbeaux. Bien, un corbeau se tenait sur son épaule, il battait des ailes comme s'il battait des mains, comme s'il battait la mesure avec la musique et la chanson. Donc, Edwige était plongé, excusez-moi, il me manque un E ici. Donc, je ne sais pas, ça va s'écrire? Non. Donc, dans ce monde,
dans ce mode-là, ça ne s'écrit pas. Donc, ce mode pour Word, il est ici, d'accord, et on l'appelle mode lecture. C'est seulement pour lire. Donc, Edwige était plongé dans une sorte de léthargie. La léthargie, c'est une sorte de paresse de tout le corps. Tu n'arrives pas à bouger, d'accord? Tu restes allongé, d'accord? Tu es comme drogué alors que tu n'as pris aucune drogue. Le maître chanteur put partir, mais depuis ce jour, Edwige ne fait que pleurer dans l'angle de la fenêtre. Donc, Edwige aura un bel enfant, tout blanc, de couleur, et tout vermeil. Vermeil, c'est la couleur rose, la couleur du sang sur les joues d'une personne, sur la peau d'une personne. L'enfant est tout blanc et tout vermeil, mais il a le regard noir de l'étranger. Donc, ici, c'est le fantastique. Pourquoi est-ce que cet enfant aurait des traits héréditaires de l'étranger, alors que l'étranger n'a pas touché sa mère? On lui donna le nom d'Oluf. Sa mère lui fit tirer l'horoscope. L'horoscope, c'est voir l'avenir, dans les nuages. Bon. Bien sûr, le nom est beau, mais la réalité, c'est de la voyance. Les astronomes, ceux qui font l'horoscopie, ce sont des voyants, d'accord? Ils utilisent les mêmes procédés que les voyants. Le reste, les étoiles, ou bien un œuf, ou bien un chapelet, ou bien, donc, ce sont des méthodes pour tromper les gens. Donc le mire, c'est celui qui regarde les nuages pour tirer l'horoscope. Donc le mire, et le verbe mirer, il a un sens de regarder, c'est pour ça qu'on dit la mire d'un fusil, c'est la glace avec laquelle on voit au-dessus d'un fusil. D'accord? Donc le mire remarque que le petit comte, Oluf, a une étoile double. Elle est verte et rouge. Verte comme l'espérance et l'espoir, et rouge comme l'enfer. L'une favorable, l'autre désastreuse, catastrophique. Le mire dit aux parents que l'enfant sera une des deux choses, ou bien très heureux, ou bien très malheureux. Mais il y aura une troisième possibilité, les deux à la fois, c'est-à-dire il sera heureux et malheureux. Le comte Lodbrog croit que l'étoile verte va le remporter, alors qu'Edwige, elle craint, elle a peur que ce ne soit la rouge. Donc que ce ne fut, c'est le verbe être conjugué au subjonctif imparfait. D'accord? Donc, elle replongea dans sa tristesse. De temps en temps, un corbeau passait, rappelant à Edwige celui de l'étranger. Le jeune Oluf semblait cacher sous sa peau deux enfants. L'un, d'un caractère très bon comme un ange, et l'autre aussi méchant qu'un diable. C'est un petit drôle insupportable. On n'arrive pas à le supporter, ce petit enfant-là. Quand on lui demande la cause de toutes ces agitations, il dit que l'étoile rouge le tourmente. Bon, je tiens à vous dire une chose, il voit l'étoile rouge, mais il ne voit pas le chevalier rouge. Plus tard, il aura avec lui un chevalier rouge qui va toujours l'accompagner, mais lui, il ne va pas le voir. On a dit que la seule à pouvoir le voir était Brenda, avec laquelle va se dénouer notre récit. Bon, on a une ellipse. C'est quoi une ellipse? C'est lorsqu'on passe sous silence beaucoup d'événements de l'histoire. Donc on passe de l'enfance à 15 ans, à l'adolescence. Donc on ne raconte pas
tout ce qui se passe dans l'enfance d'eux. Donc lorsqu'on passe sous silence quelque chose, c'est une ellipse. On ne peut pas avoir de récit sans ellipse, parce qu'on ne peut pas avoir un récit qui raconte tous les détails, qui ne passe rien sous silence, c'est impossible. Donc l'ellipse, on la trouve presque toujours, donc c'est toujours, pas presque toujours, dans les récits. Donc son caractère devient de plus en plus inexplicable. Bon, je rappelle le lexique de l'énigme, du mystère, sa physionomie. La physionomie, ce sont les traits du caractère, ce qu'on peut voir sur le visage d'une personne, ce qu'on peut y lire. Est-ce qu'elle est heureuse, malheureuse, bonne, mauvaise, méchante, jalouse, envieuse, généreuse, d'accord. Alors, quoique parfaitement belle, il a une physionomie très belle, c'est-à-dire on lui fait très beau, et d'une expression embarrassante. D'accord. Donc, alors, on voit la beauté, mais en même temps, on lit dans les traits de caractère quelque chose d'embarrassant, quelque chose de dérangeant. Donc, il est blond comme sa mère, avec tous les traits de la race du Nord, mais sous son front blanc. Alors, ici, il nous compare le front. Il veut nous dire que le front est très lisse. Alors, il nous dit, ce front, il est blanc comme la neige, une neige que n'a rayé, d'accord, sur laquelle il n'y a l'empreinte de rien, d'accord, que n'a rayé encore ni le patin du chasseur, les patins avec lesquels on marche sur la neige, ni maculé, ça veut dire souillé, sali, par le pied de l'ours. Donc, il veut nous dire que cette neige, elle a une surface très lisse. Et la peau d'Oluf ressemble à cette neige. Et qui est bien le front de la race antique des Lodbrog. Les ancêtres d'Oluf ont tous cette couleur et ont tous cette peau très lisse. Mais il nous dit, malgré cela, il y a quelque chose qui scintille entre deux paupières. Les paupières qui se ferment, les paupières du visage, de l'œil, je m'excuse. Donc, entre deux paupières orangées, entre deux paupières orangées, un œil aux longs cils noirs. D'accord? Un œil de jet, un œil très noir, illuminé des fauves ardeurs de la passion, l'amour qui est très fort, italienne. Donc il nous dit que son œil est animé par une passion italienne. Donc c'est ça, tout ce qui a été dit là, cela veut dire ça. Donc, il a la beauté de la race des Norvégiens, des Lodbrog, mais il a le regard plein de passion italienne, comme le regard de l'étranger. Un regard velouté, quelque chose de velouté, c'est quelque chose qui a un très bon goût, de cruel, de sauvage, de méchant, de doucereux. Généralement doucereux est différent de doux. Doux, c'est vraiment doux, et doucereux, c'est quelque chose qui se veut doux, qui prend une tonalité douce. Comme celui du maître chanteur de Bohème. Des années passent, oui, les parents sont morts, Oluf a maintenant 20 ans, d'accord, et c'est un grand guerrier. Donc, ce mot aujourd'hui nous permet de dire que maintenant nous sommes venus au moment de l'énonciation, d'accord? Parce que si on veut parler du passé, on dit ce jour-là. Lorsque l'auteur dit aujourd'hui, il veut parler du jour où il est en train d'écrire. Donc, alors, tout ce qui a été raconté avant, c'était le passé. Maintenant, c'est comme si l'histoire se passe maintenant. Donc, c'est un grand guerrier, un grand chevalier. C'est le mot qui convient le plus pour... d'accord. Donc, moi, j'ai choisi d'écrire guerrier parce qu'il se bat très bien. D'accord. Mais cette époque de l'Europe, les guerriers s'appelaient des chevaliers. Alors, différence entre chevalier et cavalier. Cavalier, c'est toute personne montant un cheval pour se battre, ou bien non. Mais un chevalier, c'est une sorte de soldat, d'accord, de guerrier, qui montait à cheval.
Toutes les femmes qui l'ont aimé ont été malheureuses à cause de son mauvais caractère. Bon, par une horrible journée, Oluf demande à Dietrich son fidèle écuyer. Donc, le chevalier, il a une personne qui l'aide, qui porte ses armes, qui l'accompagne toujours, on l'appelle une écuyer. D'accord? Donc, l'écuyer, généralement, c'est une personne qui accompagne et qui s'entraîne avec le chevalier, qui plus tard va devenir elle aussi un chevalier. De sceller, donc c'est une erreur ici s'il vous plaît, j'ai écrit ça, donc j'ai commis une erreur. Donc sceller avec un SC, c'est fermer quelque chose avec un sou. Donc, mais sceller sans le C, c'est sceller le cheval, c'est mettre une selle au cheval. Un harnais si vous voulez, sur lequel on s'assoit sur le dos d'un cheval. Donc il part accompagné de ces deux chiens. Donc il n'emmène pas avec lui Dietrich son écuyer, il part tout seul sur un cheval gigantesque comme un éléphant, très grand, accompagné de deux chiens énormes, Murg et Fenris, je m'excuse. Il avait un rendez-vous avec Brenda. Il traversa un lac, puis une forêt de sapins, une forêt comme l'a décrit l'auteur, une forêt de terreur, pour arriver à un bois de bouleau qui est le contraire de cette première forêt de terreur. Il offrait un charmant spectacle, un très beau spectacle. La jeune châtelaine, le châtelain et la châtelaine, ce sont les gens qui habitent un château. Brenda, avec qui il avait rendez-vous, pouvait voir le chevalier à l'étoile rouge. Elle ne veut pas embrasser, elle ne veut pas toucher Oluf en lui disant pourquoi amènes-tu avec toi un chevalier rouge? Il lui dit mais quel chevalier? Parce que lui ne peut pas le voir. Il lui dit le chevalier qui t'accompagne toujours. Alors, elle lui demande de s'en débarrasser. C'est la seule condition qui lui permettra d'avoir Brenda. S'il ne se débarrasse pas du chevalier rouge, il n'aura pas Brenda. Car elle ne peut être la femme de deux hommes à la fois. Un bruit de pas se fit entendre, donc c'est sur le chemin de retour. Quand maintenant il est sur le chemin de retour, il entend un bruit de pas, et sur un sentier, il rencontre le chevalier à l'étoile rouge. Il est armé comme lui. Il a un cheval identique et deux chiens pareils. Il demande à Oluf de lui laisser le passage. Oluf refuse. Alors, ils vont s'affronter. D'accord? Le combat est un combat de titans, de géants. Un combat très fort. Donc, les chevaux se battent comme les maîtres, les chiens aussi. Bon, il y a une chose qui est étrange. Lorsqu'Oluf blesse l'étranger, il sent comme quelque chose de froid lui entrer le cœur. Il souffre. C'est ce qu'il va nous dire. D'accord? Donc, il souffrait des blessures qu'il faisait et de celles qu'il recevait. Donc, lorsqu'il blesse l'étranger, il souffre, et lorsqu'il est blessé lui-même, il souffre. Donc, c'est pour nous expliquer comment faire froid qui lui est entré dans le cœur. D'accord? Et pourtant, sa cuirasse avec laquelle il se protège, l'habit avec lequel on se protège, l'armure, sa cuirasse n'était pas faussée à l'endroit du cœur. Donc, il sent que quelque chose y entre dans le cœur et la cuirasse, elle est intacte côté cœur. Sa seule blessure était un coup dans la chair, dans les chairs, au bras. Bon, on passe dans ce duel. Il souffrait et à un certain moment, Oluf fit voler d'un revers
le terrible homme. Le homme, c'est le casque qui descend sur le visage. Donc, ils ne pouvaient pas voir leur visage respectif. Maintenant, Oluf, il fit voler le terrible homme. Le homme tombe et de son adversaire, il se vit lui-même. Donc, lorsque le homme tombe, Oluf voit qu'il combattait son propre double. D'accord? Donc, alors, c'était comme s'il se battait contre son spectre, contre son fantôme. Et ce spectre, il va disparaître comme tous les fantômes, sitôt qu'il est dévoilé. Lorsque le homme tombe et que Oluf le voit, il jette un grand cri et disparaît. Le soir, Oluf revient au château, donc ça c'est la situation finale comme on a expliqué. Il revient au château accompagné de la jeune châtelaine Brenda, d'accord. Le mauvais temps partit aussi, d'accord. La nuit était claire et belle, contrairement aux nuits orageuses, tempêteuses, pleines de glace et de neige. Bien, lorsqu'il leva la tête pour chercher sa double étoile, il n'y avait plus que la verte, la rouge avait disparu. Donc, Brenda fit remarquer à Oluf que le jet, le noir qu'il avait dans les yeux avait aussi disparu. Ses yeux maintenant étaient couleur d'azur. L'azur, c'est la couleur du bleu du ciel. Ses yeux sont redevenus bleus comme s'il faisait la paix avec le ciel, c'est-à-dire avec Dieu. Donc, ses parents, même ses parents dans leur tombe étaient heureux. Donc, c'est une fin de conte qu'on a ici. Moralité et conseil. Donc, c'est un titre que j'ai ajouté, d'accord? C'est pas dans le texte, mais cela a été écrit par l'auteur, d'accord? Donc, ce sont des morales du texte. Il dit, cette histoire montre comme un seul moment d'oubli, un regard même innocent peuvent avoir d'influence. Donc, c'est comme s'il conseille aux femmes de ne pas jeter de regard et aux hommes de même. D'accord? Parce qu'un regard même innocent peut avoir des répercussions terribles. Et il fait un conseil aux jeunes femmes de ne pas regarder les maîtres chanteurs de bohème, de ne pas regarder les gens charmeurs. D'accord? Donc ça, c'est la fonction éducative d'un conte. Le conte essaie d'éduquer. D'accord? Si on veut bien faire attention, on va comprendre ici qu'il conseille aux femmes de faire attention aux gens qui charment, aux hommes qui charment. D'accord? Et il va faire un conseil aussi aux jeunes filles de ne se fier qu'à l'étoile verte. De faire comme Brenda, d'accord? De ne pas accepter d'avoir une relation avec quelqu'un qui a une étoile rouge. Et enfin, conseil aux personnes qui ont une double étoile, il leur conseille de combattre leur ennemi intérieur. D'accord? Bien. Alors, le merveilleux dans ce texte, si vous demandez qui nous a apporté cette légende de Norvège, bon, celui qui l'a rapporté, c'est un cygne, c'est un oiseau. D'accord? Un bel oiseau au bec jaune qui a traversé le fjord. Le fjord, c'est une vallée pleine de glace, une vallée glaceuse de Norvège. Moitié nageant, moitié volant. Je crois que sur ce, il ne me restera plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine.